Le kiosque d'Europe 1, Maxime Switek. Le kiosque avec Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'économie et Eva Rock qui regarde pour nous la télé. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. C'est Maxime. On ne se trompe pas. On va commencer par vos quotidiens nationaux avec le boulet de François Hollande. C'est comme ça que le Parisien aujourd'hui en France surnomme Jean-Pierre Jouyet le boulet. Le journal cite une petite dizaine d'élus de gauche qui étrillent le secrétaire général de l'Élysée. Il tiendra 3 jours maximum. Alors toutes les citations sont anonymes. En voici une. Il s'est pris lui-même les pieds dans le tapis. Mais si Jouyet était un fin politique, ça se saurait. Voilà ce que dit un socialiste. Alors qui ment dans cette affaire ? Jean-Pierre Jouyet, François Fillon ? Difficile à dire pour le Figaro, mais une chose est sûre. Marine Le Pen les remercie. C'est le titre de l'édito du Figaro. La présidente du FN n'a guère à se plaindre. Ses adversaires rivalisent d'imagination pour la mettre en valeur. Difficile de trouver un quotidien national qui ne fasse pas sa une sur cette affaire. Si La Croix, Jérusalem, la confrontation, le journal raconte que la tension est extrêmement forte dans la ville sainte. Elle menace de dégénérer en une 3e intifada. Et puis un conseil ce matin, allez voir en page 10 et 11 de Libération. À l'heure où Nicolas Sarkozy envisage de changer le nom de l'UMP, Libé essaie de résumer en un seul graphique tous les changements de nom des partis sous la Ve République. Le schéma prend quasiment 2 pleines pages. Voilà pour les unes de vos quotidiens nationaux. À la une des régions, Émilie Bonneau, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin, en dehors de celles sur l'affaire Jouyet-Fillon? Eh bien, celle des journaux bretons qui avaient largement anticipé la victoire de Loïc Perron sur la route du Rhum. C'est l'un des enfants du pays, né à Nantes. Perron écrit sa légende en une du Télégramme. On le voit en photo sur son bateau, ce multicoque géant Banque Populaire 7 et son traditionnel ciré jaune. Formidable Loïc Perron pour Presse Océan. Et un portrait, là, tout simple, du navigateur, son visage marqué par l'océan, sur lequel, on peut le dire maintenant, il a remporté quasiment toutes les plus grandes courses. À la une de la Dépêche du Midi, des enfants cette fois-ci qui ne vont pas forcément aller en cours aujourd'hui. C'est l'école buissonnière à Toulouse. Le lundi pris entre le week-end et le 11 novembre, férié demain, eh bien, beaucoup de parents sont tentés de profiter de 4 jours en famille. La chance, la chance. Voilà pour les unes les plus marquantes, mais toujours en région. Il y a un article qui vous a intrigué, Émilie. La ZAD, la zone à défendre, est désormais une marque déposée. C'est Ouest France qui raconte ça ce matin. Oui, puisqu'on est dans la région de Notre-Dame-des-Landes et que c'est là qu'est né en quelque sorte le nom de ZAD qu'on retrouve aujourd'hui à travers toute la France, notamment la ZAD du site du barrage de Sivins dans le Tarn qui est dans l'actualité en ce moment. Alors cette marque, cette expression a été déposée par un opposant à l'aéroport, René Leblanc, ancien maire dans le Morbihan, qui se décrit comme simple citoyen, pas comme un écologiste, plutôt quelqu'un d'environnementaliste, voilà. Et son intention, eh bien, c'est de protéger le mot ZAD, mais aussi le mot zadiste, des mots qui traduisent selon lui un bel esprit de défense de la planète. Allons zader. Il l'a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle il y a quelques mois, en mars précisément, et c'est donc fait. Et si jamais ces zadistes venaient à produire par exemple du savon, eh bien, ils pourraient l'estampiller ZAD, mais attention pour l'usage commercial, hors de question pour René Leblanc de vendre ses marques pour des marchandises fabriquées à l'autre bout du monde, exploitant la misère du tiers-monde, je le cite. Ouais, pas forcément pour faire du business. Merci Émilie Bonneau. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin on va prendre la direction de l'Inde avec des manifestations très étonnantes. Oui, des manifestations sans cri de colère ni coup de poing. Au contraire, je vous parle de manifestations où l'on s'embrasse. Et s'embrasser en public en Inde, figurez-vous que c'est un acte militant. C'est le Times of India qui nous raconte l'action de plusieurs centaines de jeunes étudiants qui ont donc décidé de s'embrasser dans la rue. Attention, un simple baiser sur la joue, mais un baiser quand même dans un pays où la morale l'interdit. Le mouvement s'appelle Kiss of Love, en français Baiser d'amour. Bien, il y en a qui suivent. Et ce mouvement, Non mais je suis interloqué. Pourquoi c'est mal vu C'est de vrai, se faire un regarde. bisou sur la joue en Inde? c'est totalement C'est contraire à la complètement- morale, en Ah bon public en tout cas. Alors le mouvement s'étend, Calcutta, Bombay, et c'est pas vraiment du goût, Axel, d'une partie de la population. Il y a des hindous et des musulmans radicaux qui ont lancé à leur tour leur propre manifestation en disant c'est totalement contraire à notre culture, il faut interdire ces rassemblements. Alors au début de l'histoire, il y a le saccage d'un café, ça s'est passé dans une petite ville de l'état du Kerala, c'est au sud du pays, un établissement où les jeunes clients étaient accusés d'avoir un comportement justement
indécent. On le voit donc, le sujet divise. Je vous citerai pour terminer cet édito d'une grande féministe indienne. Elle s'appelle Urvashi Bhuttalia, c'est dans Courrier International, elle défend les étudiants. Elle dit: l'Occident ne peut pas revendiquer l'exclusivité de l'amour, avant d'ajouter avec une jolie pointe d'ironie: en Inde, s'embrasser en public est répréhensible, mais uriner en public ne l'est pas. Pas Voilà, mal à c'est 6h19. dit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça met dans le bain, voilà, ça met dans le bain. Merci Jean-Philippe Ballas. La une de l'Écho. Alors, info absolument étonnante dans le Parisien ce matin. On reste sur des histoires d'hommes et femmes. Exactement. Une femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Ce serait une première, Axel de Tarlet. Exactement, alors c'est ce que dit le Parisien. Alors c'est vrai on pense à Anne Lauvergeon, mais oui, oui. Anne Lauvergeon, c'est pas le CAC 40, Areva. Areva, c'était pas dans le CAC non, 40. Areva n'est pas dans le CAC 40. On pense aussi à Anne-Marie Hydrac, mais c'est la SNCF, ça n'est pas. Mais le Parisien, alors pardon pour mes collègues, ils font une toute petite erreur. À un moment, il y a eu une femme à la tête du CAC 40. Alors en fait, ça s'explique. C'était quand Alcatel a racheté l'américain Lucent, ils se sont retrouvés avec il se trouve que cet américain était dirigé par une américaine, Patricia Russo, et ils se sont retrouvés avec cette femme qui du coup a dirigé Horreur, un groupe français du CAC 40, je peux vous dire, elle n'a pas tenu longtemps. Donc là, c'est une Elle première. n'a pas tenu longtemps. C'est une Mais première elle nous était française. parachutée des États-Unis. Voilà. Et là, c'est une première française, effectivement. Ce sera en 2016. Alors, elle est très bien, Comment elle 47 s'appelle ans, normalienne, Isabelle Cocher. Donc, elle va diriger GDF Suez à la place de Gérard Mestralet. Et donc, elle est passée par les cabinets ministériels, Jospin, etc. Donc, très bien, très beau parcours. Mais effectivement, aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Alors, on avait parlé de Lucent, mais il y a la patronne Pepsi est dirigée par une femme, IBM est dirigée par une femme, Yahoo est dirigée par une femme, etc. Vous voyez. Nous, en France, on est comment? On est à la traîne ou pas? Alors, non, on va pas dire ça parce que bon, les Allemands, c'est pas mieux. Si vous regardez l'équivalent du CAC 40 en Allemagne, ça s'appelle le DAX. Il y a 30 entreprises, il y a 0 femme pareil, c'est guère mieux en Angleterre. Et même, quelque part, en France, on est très féministe. Si vous regardez dans les conseils d'administration, il y a 30% de femmes. C'est là un record mondial. Il y en a plus qu'aux États-Unis où il y en a que 22%. Alors, comment ça s'explique? Parce qu'on est en France et qu'il y a eu une bonne vieille loi. La Sur loi. la parité. Exactement. Copé-Zimmermann. Et si en 2017, il n'y a pas 40% de femmes, les groupes auront des amendes. Voilà, exactement. Bon, je vous rassure tout de suite, quand il n'y a pas de loi, par exemple dans les comités de direction, il n'y a pas de loi. Et là, le nombre de femmes redescend à 10%. Et voilà qui est Donc dit. vive la loi, ça montre en tous les cas que ça marche. J'allais dire, je vais pas oser le dire, on va continuer sur une histoire homme-femme, mais pas vraiment en fait, on va parler de Presque, cuisine. hein. Oui, mais il n'y a pas Presque. beaucoup de femmes C'est dans la presque cuisine. ça. À la télé, ce soir, objectif Top Chef, c'est une nouvelle émission sur M6, ça arrive du lundi au vendredi à 18h30. Oui, Eva c'est en Rock. access. Alors vous savez, en début d'année 2015, M6 lancera la 6e saison de Top Chef. C'est le concours culinaire qui est réservé aux professionnels, sauf qu'il leur manque encore un candidat. Et ce candidat, c'est Philippe Etchebest qui est chargé de le trouver. Le chef 2 étoiles et meilleur ouvrier de France, donc est parti sur les routes de France et est allé goûter une 60aine d'assiettes qui ont été concoctées par des apprentis, des jeunes gens. Et un seul va pouvoir intégrer la compétition auprès de chefs qui sont eux déjà confirmés. Alors peut-être que ce sera Benjamin, le réélu. Il est là avec son assiette devant le chef et a priori il est un peu stressé. J'ai été impressionné quand j'ai vu le chef, parce que c'est un grand chef, meilleur ouvrier de France. C'est un honneur de recevoir un chef comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben impressionné. Ah ouais? Je vais te démolir. Il fait un peu peur. Au début, quand on le voit, on se dit, il va nous foutre sur la gueule. Mais non, t'inquiète pas, sois pas impressionné. Alors dis-moi ce que tu as fait. Alors j'ai fait un carré d'agneau rôti, avec des légumes printaniers, un nem, chutney d'échalotes, fruits secs, abricots secs et dattes. Je Voilà. serai terrorisé par Oui. Philippe Etchebest. Terrorisé. Je vais te démolir, il nous dit ça. Mais en riant, en souriant. En souriant. Non, en bah souriant, oui. ouais. Bah Non, voyons. pour tout vous dire, le programme est pimenté notamment grâce à la gouaille de Philippe Etchebest qui, derrière quand même le physique de garçon boucher hyper sévère, on sent quand même un professionnel qui est vraiment désireux de faire passer, de transmettre son savoir. Alors à la fois évidemment aux apprentis qu'on découvre dans ce programme, mais aussi aux téléspectateurs. C'est ça qui est extrêmement agréable, c'est que l'émission elle est rythmée par des tas de conseils, de petites recettes que vous pouvez réaliser chez vous. Et ben voilà, c'est un amuse-bouche avant Top Chef, une émission qui vous fait saliver à 6h23 et à pas mal. 18h30 surtout, tous les jours du lundi au vendredi. C'est pas mal. Objectif Top Chef. Merci beaucoup les amis. Allez, rideau sur le kiosque. C'était Le Kiosque avec Banque Populaire Gestion Privée, votre expert en stratégie patrimoniale. Europe 1, 6h24 et nous sommes, Maxime, le lundi 10 novembre 2014. Et un autre 10 novembre a marqué l'histoire, le 10 novembre 1657. Ce jour-là, Christine de Suède ordonne que son favori soit exécuté. Le problème, c'est qu'elle se trouve sur le sol français. L'affaire va défrayer la chronique et Franck Ferrand va tout nous raconter. Aujourd'hui dans l'histoire, c'est dans 1 minute sur Europe 1. Tout de suite, bon réveil. 6h-9h, Maxime Switek sur Europe 1. Tous les après-midi.